Bonjour, merci d'être là nombreux pour cette nouvelle édition des rencontres Michel Foucault qu'on a appelé Tout le monde est fou, point d'exclamation, point d'interrogation. On vous propose pendant 4 jours d'étudier les expressions de la folie sous des angles sociologiques, historiques, psychiatriques. Voilà, donc un programme qui a eu quand même quelques modifications puisque nous avons eu quelques annulations que je vais vous donner si vous ne les avez pas déjà vues sur nos réseaux. La conférence de 16 heures créant des équilibres avec Charlène Niclet et Sébastien Barillet est hélas annulée. Par contre, celle de 18h, je vous dis pas de bêtises, 18h ou 18h30, avec Michel, 18h, Michel Pastoureau et Martin Aurel, merci. Eh ben donc c'est 18h, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas du tout annulée, donc on vous y invite. La deuxième qui est annulée, c'est Images de la folie, Michel Foucault, iconographe, qui est celle qui était prévue demain matin à 11h. Voilà, avec François-René Martin. Et la dernière, hélas, c'est celle de jeudi à 14h, Vivre la folie au temps de l'asylocentrisme, la conférence de Yannick Ripa. Voilà, donc bon, ce sont des choses qui arrivent. Sinon, tout le reste est maintenu. Donc, comme d'habitude, nous vous proposons, après la conférence de Monsieur Gori, qui s'appelle La folie normative de nos sociétés de contrôle, Monsieur Gori, que je remercie d'être présent. Il y aura, donc la conférence va durer autour de 50 minutes, 1 heure, puis un échange avec le public. Il y a des hôtesses de chaque côté qui vous passeront un micro. Merci de lever la main pour qu'on puisse vous le passer, puisque toutes les conférences et tables rondes sont enregistrées pour être diffusées sur notre site et sur le site de l'Université de Poitiers, UPTV. Donc on a besoin d'être enregistré. Et pour vous dire que donc à la suite de la conférence et de l'échange, il y aura une dédicace avec Monsieur Gori à la librairie La Belle Aventure. Voilà. Et sinon, les rencontres, comme d'habitude, sont faites de films, de spectacles, tables rondes, conférences, visites guidées au musée et tout un tas de choses que je vous invite à découvrir dans ce programme. Je vais laisser la place à Isabelle Lamotte qui va vous présenter Roland Gori. Merci. Tout à fait, sur le site UPTV. Le micro marche, oui. Donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour cher Roland Gori, même si nous nous sommes déjà vus depuis ce matin. Merci infiniment, merci pour avoir répondu positivement à notre invitation pour cette 11e édition des rencontres Michel Foucault sur la folie. Donc peut-être parmi vous, certains ou certaines ont déjà assisté au film que je vous recommande si vous n'avez pas pu le voir, le film sur Roland Gori, réalisé par Xavier Gaillan, qui s'appelle Une époque sans esprit. Et nous allons peut-être, avec la conférence, prolonger les échanges qu'il y a eu ce matin et la suite du film. Alors Roland Gori, je vais vous présenter, mais avec toute humilité, et bien sûr, vous compléterez si j'ai oublié un certain nombre de choses, parce que présenter Roland Gori, c'est impossible, tellement il a fait de choses. Donc, vous êtes professeur honoraire. Vous voulez dire que je suis imprésentable? Mais surprésentable. Vous êtes professeur honoraire de psychologie et de psychopathologie clinique à l'Université d'Aix-Marseille. Vous êtes psychanalyste, vous êtes un de nos grands penseurs quand même de notre société sur, voilà, sur la façon dont notre société se déroule ou en tout cas comment le lien peut-être entre la politique et la psychanalyse pourrait se faire. Et surtout, vous avez écrit de nombreux essais. Plus d'une vingtaine d'ouvrages, je crois. Alors évidemment, je ne vais pas tous les citer, mais je vais en citer quelques-uns. Les tout premiers, peut-être, enfin les tout premiers, je ne sais même pas si ce sont les tout premiers. La preuve par la parole, hein, qui est sur l'épistémologie de la psychanalyse, en 96. En 2002, la logique des passions. Très intéressant, les passions, je crois. Et puis 2005, la santé totalitaire avec Marie-Josée Delvaugo sur la médicalisation de l'existence. Ensuite, en 2008, toujours sur
la médecine exilée de l'intime, la médecine et la psychiatrie au service du nouvel ordre économique, que vous pouvez retrouver d'ailleurs, qui est ressorti, je crois, en poche là en 2020. Et puis surtout, vous êtes aussi l'initiateur de l'appel des appels, fin 2008-2009, au moment où nous avons été un peu assainis par un ensemble de réformes qui aboutissaient à la casse de nos métiers, notamment les métiers de la justice, de l'éducation, de la culture, de la recherche, du soin. Voilà, tous ces métiers qui étaient un petit peu envahis par de nouvelles réformes, du travail social également. Et puis, vous avez rencontré deux éditeurs formidables, Les Liens qui libèrent, donc Sophie Marinopoulos et Hubert et Henri Trubert, voilà. Et là, vous avez publié donc La dignité de penser, La fabrique des imposteurs, Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux, L'individu ingouvernable, des livres que je vous recommande sincèrement, Un monde sans esprit, La fabrique des terroristes, donc là en 2017. Également Le manifeste des œuvriers avec Bernard Lubat et Charles Sylvestre, La nudité du pouvoir, comprendre le moment Macron. Et puis les derniers, Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, L'étrange défaite de nos croyances. Et enfin, ce qui va évidemment nous intéresser un peu aujourd'hui, votre dernier ouvrage, La fabrique de nos servitudes, en janvier 2022, avec le film. Donc je ne vais pas être plus longue, mais je sais que vous avez plein de choses à nous dire sur cette conférence, donc la folie normative de nos sociétés de contrôle. C'est à vous, Roland Gori, et nous reviendrons tout à l'heure avec vous sur des questions et un échange. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un grand merci à Isabelle Lamotte de son invitation et de sa présentation, et au TAP, c'est ça, au TAP de son accueil et de son hospitalité. Alors, précisément, c'est la folie de la norme dans nos sociétés de contrôle. Alors, j'ai fait, pour commencer, quasiment un montage de citations. Vous allez voir, j'aime bien ça. C'est un peu le rêve de Walter Benjamin que je partage avec lui. Donc, n'écrire quasiment un livre qu'à partir des citations. C'est pas tout à fait ça. Alors, la première citation, elle est de Foucault, puisque vous me faites l'honneur de m'inviter pour introduire les journées Foucault. La norme est porteuse d'une prétention de pouvoir. La norme, ce n'est pas simplement, ce n'est même pas un principe d'intelligibilité. C'est un élément à partir duquel un certain exercice du pouvoir se trouve fondé et légitimé. Concept polémique, dit M. Canguilhem, qui était son patron de thèse, peut-être pourrait-on dire politique. En tout cas, la norme porte avec soi à la fois un principe de qualification et un principe de correction. La norme n'a pas pour fonction d'exclure, de rejeter. Elle est au contraire toujours liée à une technique positive d'intervention et de transformation, à une sorte de projet normatif. Ça, c'est la première citation pour définir le projet inclus dans la norme. La deuxième citation, elle est de Georges Canguilhem, qui donne la meilleure définition des normes quand il dit que la norme, c'est la somme des exigences imposées à des existences. Vous avez tout là dans cette phrase de Canguilhem. Mais celle que je vais citer, elle nous montre en quelque sorte de quoi procède la norme, c'est-à-dire en gros quel est son paradigme originaire. Il écrit: s'il est vrai que l'expérience de normalisation est expérience spécifiquement anthropologique ou culturelle, il peut sembler normal que la langue ait proposé à cette expérience l'un de ses premiers champs. La grammaire fournit une matière de choix à la réflexion sur les normes. Je ne lâcherai pas ce bout-là. En fait, au XVIIe siècle, la norme grammaticale, c'est l'usage des bourgeois parisiens cultivés, en sorte que cette norme renvoie à une autre norme politique, la centralisation administrative au profit du pouvoir royal. On commence par les normes grammaticales pour finir par les normes morphologiques des hommes et des chevaux, en passant par les normes industrielles et hygiéniques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de parler anglais dans les congrès. Ces fonctions sociales et politiques des normes dans la conduite des conduites, c'est la définition que Foucault donne de la politique, se développent et s'étendent, on le sait, avec l'émergence des sociétés disciplinaires analysées par le premier Foucault. Il écrit: nous sommes entrés dans un type de société où le pouvoir de la loi est en train non pas de régresser, mais de s'intégrer à un pouvoir beaucoup plus général, en gros celui de la norme.
nous devenons une société essentiellement articulée sur la norme, ce qui implique un système de surveillance, de contrôle tout autre, une visibilité incessante, une classification permanente des individus, une hiérarchisation, une qualification, l'établissement de limites, une mise en diagnostic. La norme devient le critère de partage des individus. C'est un point très important. C'est plus la loi, c'est plus que la loi interdit, parce qu'il n'est pas interdit et permis. La norme, elle va essaimer dans l'ensemble du tissu social et culturel et elle ne va pas lâcher les individus et les populations. Simplement, et c'est un peu ce qui sera la substance, si j'ose dire, de mon propos, si aujourd'hui on veut comprendre ce qui nous arrive, il faut qu'on fasse un pas supplémentaire. C'est-à-dire que Foucault ne nous suffit pas. Nous passons de la normalisation propre aux sociétés disciplinaires à une frénétique folie normative des sociétés de contrôle, de sociétés que Gilles Deleuze appelle post-disciplinaires, et qui était déjà annoncé par le dernier Foucault, celui de la naissance de la biopolitique. C'est plus tout à fait la même chose. Dans ces sociétés de contrôle, plus aucun secteur de l'existence sociale ou subjective n'échappe à la force des normes, à la densification normative, comme dit une de mes collègues, Catherine Diverge. Michel Foucault accordait un intérêt soutenu à la notion de discipline, comme manière moderne d'avoir pris sur le comportement des gens, lesquels, en échange, se trouvaient reconnus comme individus. D'où l'adhésion des individus à la norme, puisqu'ils émergeaient, en quelque sorte, au nom de cette normalisation. Cette forme de contrôle, vous le savez, se rencontrait dans toute sa diversité, en prison, à l'hôpital, en famille, à l'école. Mais Foucault n'a jamais dit que la discipline, la rationalité politique qui gouverne les individus par la discipline était la dernière des technologies de pouvoir. Il a laissé entrepercevoir, surtout lorsqu'il va s'intéresser, je vais y revenir, mais à la biopolitique, au biopouvoir, n'est-ce pas? Il va s'intéresser, il a laissé entrevoir l'émergence d'autres types de sociétés que justement Deleuze appelle postdisciplinaires. Et je vais conclure le montage de citations par une citation de Deleuze. À un premier sens, la communication et la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi? Ce n'est pas très compliqué, tout le monde le sait. Une information est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont appelées très justement des communiqués. Ce qui revient à dire que l'information est exactement le système du contrôle. Donc, c'est un point très important. Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés de l'information, jusqu'à l'infobésité d'ailleurs. Vous recevez une masse d'informations, vous n'avez pas le temps de les trier, de les classer, de les penser, de les hiérarchiser, de les métaboliser. Et en quelque sorte, sans le savoir, ces informations vous prescrivent des comportements. Donc si vous voulez, cette déclinaison des citations que je viens de faire devant vous, bien sûr, ce sont des auteurs qui ont énormément contribué à mes propres travaux. Mais il me semble qu'ils donnent aussi une vision quasi panoramique de l'évolution de la psychiatrie à notre époque. C'est-à-dire envisager la psychiatrie non pas comme un ensemble de concepts ou de pratiques thérapeutiques, bien sûr ce qu'elle est, mais l'envisager comme un fait de civilisation, c'est-à-dire comme restituant les valeurs éthiques et politiques d'une société. Grâce aux travaux de Michel Foucault, nous le savons, nous comprenons comment progressivement, d'ailleurs, la médecine a annexé la folie et les souffrances sociales jusqu'à considérer qu'elles étaient des formes de maladie dont tout individu pouvait être porteur. Donc à partir de ce moment-là, tout individu, si j'ose dire, est potentiellement le lieu d'une catastrophe émergente qu'on doit surveiller, contrôler, normaliser. Et là, dans cette société disciplinaire, en gros, on va surveiller les individus, les normaliser, les corriger, un par un et tous ensemble. On verra qu'on a un peu bougé par rapport à ça. Cette façon de percevoir certains phénomènes socio-psychologiques a abouti à une médicalisation généralisée de l'existence. C'était le sous-titre du livre qu'on a écrit sur la santé totalitaire. Ça aboutit aussi à une hygiène sociale des populations et la notion, par exemple, de risques psychosociaux est typiquement une façon d'acclimater, si vous voulez, les luttes sociales en leur donnant un potentiel de pathologie. Alors, ces technologies de contrôle des individus et de leur milieu se sont progressivement imposées en passant toujours davantage
d'une normation à une normalisation. C'est un point important. Une normation, elle tombe verticalement. Les normes transcendantales de la religion, des idéologies, etc. C'est très différent de la normalisation qui, en quelque sorte, si vous voulez, scanne l'ensemble de la population et détermine quelles sont les normes acceptables ou pas, n'est-ce pas, et où le pouvoir reste beaucoup plus occulte. Et là, je pourrais, au passage, je ne l'avais pas prévu, mais enfin, je vais le faire, citer Bertolt Brecht. Rien n'est pire que l'asservissement occulte, car si l'asservissement est manifeste, s'il est reconnu comme tel, il existe au moins une idée, un autre état, celui de la liberté. Mais si l'esclavage effectif est appelé par tous liberté, la liberté n'est même plus pensable. Non seulement l'asservissement devient un état naturel, mais la liberté devient un état non naturel. Ça vous explique la servitude volontaire dont parlait la Boétie lorsqu'il dit que ceux qui sont nés après la mise en place du joug trouvent en quelque sorte leur état à la naissance comme étant naturel, à contrario de ceux qui ont connu en quelque sorte l'abolition du servage. C'est ce qui se passe avec nos générations, mais c'est notre problème, on en parlera dans le débat. Donc si vous voulez, lorsque les normes sont passées d'un partage juridique entre le licite et l'illicite, eh bien, le pouvoir politique s'est doté de nouvelles technologies, de comportements dans lesquels la psychiatrie et la médecine ont joué un rôle majeur. Ces pratiques sociales, autant que référées à l'institution scientifique, donc elles se prétendent un savoir scientifique, parce qu'elles ne sont pas, c'est un problème, la vérité ouvre au XIXe siècle un examen permanent des comportements pour pouvoir repérer pour chaque individu s'il est bien conforme aux normes de santé alors définies par le champ social. Vous savez, la définition de l'OMS de la santé, qui est complètement une définition folle, n'est-ce pas ? C'est un parfait état de bien-être psychologique, physiologique et social total. On est dans la promesse messianique des religions, quoi. Bon. Vous voyez, donc, c'est très important parce que cette invention des technologies politiques de pouvoir, comme les nomme Michel Foucault, elles avancent toujours comme des méthodes d'asservissement, mais masquées. Il faut pouvoir les déchiffrer pour pouvoir reconnaître ce qu'elles comportent en quelque sorte comme puissance à la fois de contrôle, de surveillance et de normalisation. Parce que là, nous passons à quelque chose qui va de l'ordre, si vous voulez, du rejet, de l'exclusion. Vous voyez, c'est pas la lèpre, pour aller vite, c'est plutôt ce que Foucault rapproche de la peste, c'est-à-dire l'inclusion des individus. Et vous verrez que après Foucault, on est de plus en plus inclus dans les systèmes de surveillance. Donc la figure des anormaux qui surgit au fur et à mesure depuis la fin du XIXe siècle, n'est-ce pas ? Eh bien, elle s'étend toujours davantage aujourd'hui aux anomalies de comportement, à ce qu'on va appeler les bafouillages de la nature, qu'une nouvelle spécialité d'hygiène publique, la psychiatrie, prend en charge. Il faut oublier que la psychiatrie était d'abord dans l'hygiène publique. C'est une sous-spécialité qui a pris ensuite son autonomie, mais elle est en train d'y revenir. Et la naissance même de la psychanalyse appartient de pied en cap à cette prise en charge des minuscules anomalies. La psychanalyse n'échappe pas à ces techniques d'aveu, comme dit Foucault. Que nous le voulions ou non, la psychanalyse, issue en partie de la neurologie et de la psychiatrie, a favorisé l'ingérence des technologies de pouvoir, des procédures d'examen et d'aveu, des minuscules anomalies, des minuscules délinquances dans le champ social et subjectif propre à nos sociétés disciplinaires et puis à nos sociétés de contrôle. Les sociétés disciplinaires, qui nécessitent une surveillance constante et perpétuelle des individus, se sont développées jusqu'à étendre leurs procédures de surveillance et de contrôle dans les espaces intimes, privés. Vous voyez, à partir de ce moment-là, les territoires traditionnels de la famille, de l'école, de la prison, de l'hôpital, se sont aussi modifiés sous l'effet de nouvelles contraintes dont tout avait pour objectif et résultat de discipliner les individus en les surveillant tous et un par un, c'est le point important. Dans cette métamorphose des mécanismes de pouvoir, l'individu émerge comme objet des savoirs et des pratiques disciplinaires dont la psychiatrie et la psychologie que nous avons connues faisaient partie. Mais c'est en train de changer. Elles sont en train de se démanteler, de se déconstruire. Mais, si vous voulez, c'est de cette manière-là quand même que le pouvoir politique a d'abord demandé à la psychiatrie de dire comment, je cite Foucault, le criminel ressemblait à son crime avant même de l'avoir commis. D'où l'intrusion de la psychiatrie et de la psychologie dans les prétoires. Michel Foucault écrit, c'est la question du trouble, c'est la question du désordre, c'est la question du danger qui se trouve par la décision administrative posée au psychiatre. L'analyse, l'investigation, le quadrillage psychiatrique vont tendre à se déplacer de ce que pense le malade vers ce qu'il fait.
de ce qu'il est capable de comprendre à ce qu'il est susceptible de commettre, de ce qu'il peut consciemment vouloir à ce qui pourrait se produire en lui d'involontaire dans son comportement. Donc, en quelque sorte, on n'a même plus besoin du consentement du patient, de son assentiment, puisque quelque chose de malin, de mauvais, pourrait surgir en lui qu'il ignore. Vous voyez, d'où cette légitimité de s'introduire d'autant plus dans son champ d'existence. Au nom de... Après, on va faire un pas de plus, c'est le dernier Foucault maintenant dont je vais vous parler d'une certaine manière. Au nom de la sécurité des territoires, de la santé des populations, le pouvoir incite certaines pratiques sociales et au nom de l'institution scientifique, au nom du savoir, à dépister les individus anormaux, anomaliques, potentiellement déviants, avant même de devenir. Juste dans mon livre, j'ai 2 têtes de Turc, vous le savez, Jean-Michel Blanquer et Le Corbusier. Bon, on voit bien avec Jean-Michel Blanquer, effectivement, comment cette espèce de naturalisation des difficultés scolaires ou des échecs scolaires, n'est-ce pas, comme relevant d'une espèce de défaillance du logiciel de l'élève, du logiciel neuronal de l'élève, constitue en quelque sorte la légitimité d'intervenir sans même que l'enfant, les parents et le maître d'école soient d'accord. Puisque c'est quelque chose, encore une fois, qui est naturellement dysfonctionnant à l'intérieur, c'est un ordinateur interne. Alors, c'est là où le dernier Foucault m'intéresse encore plus que le premier, parce qu'on voit bien comment il passe progressivement de ces sociétés disciplinaires aux sociétés de biopolitique des populations. Et alors là, c'est très important pour nous. Je ne sais pas s'il y a des psychiatres, des psychologues dans la salle. Bon, je ne savais pas qui. Bon, très bien. C'est qui est important, parce que du coup, on ne nous demande plus le colloque singulier avec le malade, on n'a rien à foutre. C'est plus l'individu qui va intéresser la psychiatrie. Parce que le biopouvoir, c'est quoi, la biopolitique? C'est, si vous voulez, normaliser une masse, régulariser un ensemble de populations. Et donc, même la notion d'individu que faisaient surgir, si vous voulez, les sociétés disciplinaires, se dissout et se dilue dans ce que Castel appelait une gestion des risques des populations. Et donc, en gros, l'individu ne va plus être qu'un segment d'une population statistique. Il perd sa singularité. Ce qui est le cas avec cette chose débile qu'on appelle le DSM, Manuel de diagnostic statistique des troubles mentaux. Bon. Donc, si vous voulez, c'est une nouvelle économie des mécanismes de pouvoir qui se met en place dans ces sociétés, vouées à devenir de plus en plus des sociétés de contrôle qui passent par des technologies positives de dépistage et de suivi des anomalies. On n'est plus dans la pathologie, on est plus dans les anormaux. C'est les anomalies de comportement. À l'intérieur même, donc, si vous voulez, de ces disciplines, comme par exemple la psychiatrie, eh bien, toujours davantage, on va traquer l'anomalie. La dernière DSM-5, Manuel de diagnostic statistique des troubles mentaux, en 2013, va classer la cylogomanie comme étant un trouble du comportement. C'est quoi la cylogomanie? Vous le savez, Isabelle? Exactement. C'est l'accumulation, c'est la compulsion accumulée des objets. Mais à aucun moment on se demande, mais il faut dire que les experts sont débiles, parce qu'à aucun moment on se demande si, n'est-ce pas, c'est un trouble uniquement dans une société de consommation, d'abondance, à obsolescence programmée. On ne pose pas la question. Vous voyez, on fait une espèce de régularité statistique. Bon, alors, vous voyez, c'est de cette façon qu'aujourd'hui, la psychiatrie a toujours davantage abandonné le découpage traditionnel des structures psychopathologiques, névroses, psychoses et perversions, au profit d'une notion très vaseuse de trouble. C'est quoi le trouble? Le trouble, c'est vaseux, vous voyez. Et donc, on a abandonné là quelque chose d'extrêmement important. Alors, si cette grande famille indéfinie et confuse des anormaux s'est trouvée corrélée à tout un ensemble d'institutions de surveillance et de normalisation propres aux sociétés disciplinaires, comme l'a analysé Foucault, il semble bien qu'aujourd'hui, on passe à autre chose. On se trouve face à d'autres mécanismes de contrôle et d'assujettissement. C'est pour ça que la psychiatrie, la psychologie, la psychopathologie, l'éducation, etc. sont très malheureux. C'est pour ça qu'il y a une souffrance des professionnels. Parce que si vous voulez, ils sont, je ne vais pas le détailler parce que je n'avais pas prévu, mais ils sont dans ce que Pierre Bourdieu appelait un habitus clivé, un habitus dissocié. D'une part, un peu comme les travailleurs immigrés. D'une part, ils sont dans un rapport traditionnel à leur formation, à leur pratique, telle qu'ils ont pu acquérir leur métier, et d'autre part, face à de nouvelles normes qui sont imposées subrepticement par le pouvoir, qui sont une nouvelle manière de penser aussi bien l'école que, encore une fois, que la psychiatrie, que le soin, etc. C'est cela qui est extrêmement important, qui fait la souffrance, vous voyez. Et
les nouveaux dispositifs de normalisation, ils n'ont même plus les entités définies comme l'école, la prison, la famille, etc. Vous voyez, parce qu'il y a un processus que Deleuze avait très bien, n'est-ce pas, analysé, il y a une déterritorialisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, n'est-ce pas, la chirurgie ambulatoire, c'est formidable, mais il faut bien voir qu'elle bénéficie aussi d'une prime culturelle qui est qu'on ne veut plus, en gros, mettre les patients dans un hôpital, dans un territoire. De la même manière, si vous voulez, concernant la prison, on va aller de plus en plus vers une prison portative, les bracelets électroniques, etc. Il y a une déterritorialisation. Et à l'école, vous allez avoir les machines enseignantes. Là encore, l'école ne sera plus un lieu de regroupement. Et de la même manière, l'usine deviendra inutile parce que le télétravail fera en quelque sorte que vous n'aurez plus à vous rendre dans un territoire donné pour être en quelque sorte en travail. Vous serez en travail chez vous, en train de prendre le petit déjeuner en recevant des mails et un répondant. Vous voyez, cette déterritorialisation, elle est très importante et ça, elle apparaît dans le dernier Foucault, mais c'est quand même Deleuze qui nous l'apporte. Alors, en même temps, bien sûr qu'il y a tous ces processus institutionnels, il y a une modification dans les champs des savoirs et des pratiques. Il va de soi que, par exemple, tout ce qui est pratique de récit, tout ce qui est savoir narratif, la psychanalyse est un savoir narratif, c'est un roman sur l'histoire du sujet, pour aller très vite, n'est-ce pas? Ou bien les réunions de synthèse médicale ou chirurgicale, n'est-ce pas, constituent des récits. Bien, tout ça passe à la trappe parce qu'en lieu et place, on met, si vous voulez, des dispositifs non narratifs. La politique des chiffres, la politique des protocoles, la politique des items. Et c'est extrêmement important parce que non seulement, si vous voulez, les institutions de pouvoir changent, mais les savoirs et les pratiques qu'ils tolèrent se modifient en fonction des normes imposées. Je ne sais pas si je suis clair, vous voyez. Donc, en gros, la psychanalyse, on peut trouver plein de critiques. Je ne me suis pas gêné de faire des critiques à ma profession, si j'ose dire. Mais si vous voulez, notamment la question de l'idéologie, c'est un autre problème. Mais si vous voulez, en gros, les savoirs vont être triés, sélectionnés, les experts aussi, pas forcément en fonction de leur validité scientifique, mais en fonction de leur caractère soluble dans les nouvelles normes politiques imposées indirectement par le pouvoir. C'est ça qui est important. Donc vous voyez, aujourd'hui, par exemple, on voit bien comment ce que nous, on pouvait considérer comme des structures psychopathologiques, névroses, psychoses, perversions, etc., ça devient des anomalies généralisées. Les 10, ça n'arrête pas. Hein. Les 10 phoniques, les 10 arthrites, les dyslexiques, les 10 orthographiques, les 10 érectiles, enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Il n'y a que des 10. Bon, 10, l'étymologiquement, ça veut dire difficulté. Ça vient de ce qui veut dire difficulté, embarras. Donc ça veut dire que, si vous voulez, en gros, tout le monde est susceptible d'être inclus dans les populations à surveiller en tant que séquence statistique, pas en tant que singularité, pas en tant que sujet. C'est la différence avec le 19e siècle, vous voyez, et une partie du 20e. C'est ça qui est extrêmement important. Et donc, les normes, du coup, si vous voulez, elles étendent à l'infini le champ de troubles oppositionnels, etc., troubles des conduites des enfants de moins de 3 ans qui seraient prédictives de troubles de la délinquance à l'adolescence, etc. Plein d'âneries comme ça qui vont circuler parce que de toute façon, si vous voulez, on arrive toujours à corréler. Moi, j'adore les statistiques, hein, comme j'adore la neurobiologie. Hein, je vais commencer par là avant de mal tourner. Donc, si vous voulez, mais c'est pas le problème, on s'en fout. Je veux dire, c'est facile de trouver des corrélations, de trouver des correspondances. Surtout maintenant avec ces calculateurs prodigieux que sont les ordinateurs. C'est très facile. Donc on va trouver plein de choses, mais sans avoir le temps de penser. On revient à la question de la dignité de penser, bien sûr. Donc je m'éloigne un peu, c'est embêtant, j'en suis que... Bon, voilà, passez. Donc les normes, si vous voulez, aujourd'hui, eh bien, font que toutes ces anomalies, qu'elles soient graves ou pas graves d'ailleurs, hein, vont quasiment être acceptées dans une société comme manière d'exister propre à des stigmates et à des groupes.
En gros, on va considérer que c'est imputable à un dysfonctionnement neuronal. Donc on est dans ce que j'appelle la neuro-ontologie. C'est-à-dire qu'en gros, on a quitté le champ, si vous voulez, de la psychiatrie, de la psychopathologie. On est dans le repérage des manières anomales et anomaliques dont chacun vit selon son groupe d'appartenance. Alors j'entends des voix, ou si vous voulez, j'ai des hallucinations. Ben non, je ne suis plus dans la pathologie. Par contre, on va me surveiller. Par contre, je vais être pisté. Par contre, je vais être suivi. Et c'est ça qui est très important. Donc, les normes, comme tracé et mesure, permettent le repérage de suivi quasi obsessionnel de toutes les anomalies de comportement sans prise en charge thérapeutique véritable. On va tolérer les gens. Simplement, on va essayer de prévoir les écarts de comportement qui pourraient être les leurs. On est dans le film Minority Report de Spielberg. On est dans toute l'œuvre de Philippe Cadic qui m'inspire beaucoup, vous l'avez compris. Donc, si vous voulez, ces dispositifs donc, de biopouvoir préparent l'assujettissement numérique que nous connaissons aujourd'hui avec les sociétés de contrôle. Alors, il y avait quelqu'un de très malin, insupportable mais très malin, qui avait un peu anticipé tout ça, il y a déjà presque un demi-siècle, c'est Guy Debord, l'homme de la société du spectacle. Il écrivait, je le cite, « La cybernétisation totalitaire et hiérarchisée, le contrôle perfectionné sur tous les aspects de la vie des gens, de tels dispositifs de contrôle de servitude n'ont pas à s'embarrasser de justifications théoriques. » Donc, si vous voulez, c'est un point qui est important, qui transforme, je ne sais pas, encore une fois, s'il y a beaucoup de psychiatres et de psychologues ici, mais qui transforme complètement le champ des pratiques et les savoirs de ces pratiques-là. N'est-ce pas ? Donc, on est plutôt dans quelque chose qui, au nom de la gestion des risques, au nom de la sécurité, voire au nom du bien-être malgré lui, n'est-ce pas, tout individu se trouve inclus dans un champ, si vous voulez, de contrôle, de surveillance, de normalisation, ce que Deleuze appelait des autoroutes de servitude. Il est aligné sur des autoroutes de servitude. Ça ne veut pas dire, comme il dit, je ne sais pas si je vais retrouver la citation, mais sinon, tant pis, mais ça ne veut pas dire, bien sûr, que les autoroutes servent à surveiller les gens, mais comme il dit, n'est-ce pas? Bon, tant pis, je ne vais pas le trouver. Non, mais tant pis, hein, on va laisser tomber. Si vous voulez, ça veut dire simplement que même c'est un peu comme ça qu'aujourd'hui, dans nos métiers, par exemple, ça ne veut pas dire que nos métiers sont faits pour qu'on soit surveillé, normalisé, contrôlé, mais néanmoins, la manière dont on les exerce sont prescrites de telle façon qu'on est surveillé, contrôlé, normalisé, protocolisé. Et donc, en gros, vous perdez, si je veux dire, vous perdez, si vous voulez, votre responsabilité. Vous êtes ce que Marx appelait le jeune Marx, le Marx hegelien, le Marx romantique de 1840, la prolétarisation. Vous êtes prolétarisé. Le prolétaire, ce n'est pas celui qui est pauvre, qui est misérable. Le prolétaire, c'est celui à qui on a confisqué le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Si vous voulez, dans tous les métiers, que vous soyez professeur de chirurgie digestive ou que vous soyez caissière dans un supermarché en passant par le professeur d'école ou le chercheur à l'université, vous êtes tous prolétarisés parce qu'on vous dit la manière dont vous devez travailler et vous perdez cette dimension œuvrière et artisanale que nous avons revendiquée avec mes amis Luba, qui est musicien de jazz, et Sylvestre, qui est journaliste. Alors, je voudrais quand même arriver, si vous voulez, oui, j'ai pris beaucoup de temps. Hein, je voudrais arriver à un enjeu majeur, c'est la langue. Je vous ai parlé en plaisantant tout à l'heure de l'anglais, mais une langue que vous pratiquez, sinon vous êtes dans la fracture numérique, c'est bien sûr l'informatique. Et donc, si vous voulez, je voudrais vous montrer, mais j'ai fait un petit détour par l'histoire, comment la langue informatique et le pouvoir magistral des nouvelles technologies se met au service, justement, de ces dispositifs de surveillance, de contrôle et de normalisation des populations. Encore une fois, rappelez-vous ça, c'est un point très important, quand on passe du disciplinaire au biopouvoir, au contrôle, ce qui se joue, c'est que si la discipline fait émerger l'individu, la biopolitique et le contrôle dissout l'individu dans une population avec des sous-ensembles dans ces populations, bien sûr. C'est un point qui est très important. Alors, il y a donc un changement de langue pour dire le monde que permet l'informatique. Alors, surtout, vous allez aussi le voir, je l'espère, ne pensez pas que je sois technophobe. Moi, j'adore les nouvelles technologies, ce n'est pas le problème. Mais on voit comment c'est l'usage social et politique perverti
des nouvelles technologies qui transforment des vecteurs d'émancipation en, si vous voulez, moyens d'assujettissement. C'est ça qui est important. Alors, je vais vous donner un exemple plus précis. L'exemple plus précis, je le dois à Ivan Illich, un de ses travaux, pour essayer de vous montrer que la domination, c'est d'abord un fait de langue. Et c'est cela qu'il faut retenir. Ivan Illich rapporte un événement peu connu de la fin du XVe siècle en Espagne, qu'il met en parallèle, c'est ça qui est intéressant, 1492, avec la découverte et la conquête des Amériques par Christophe Colomb. Vous avez la colonisation de deux territoires, le territoire intime de moyens de penser le monde et le territoire, bien sûr, des colonies. L'un et l'autre de ces événements inaugurent la modernité et posent les pierres de touche des conquêtes coloniales. Mais quand je dis conquêtes coloniales, ce n'est pas simplement celles qui sont à l'extrême de l'Atlantique, c'est aussi celles qui sont à l'intérieur de l'Europe et de chacun des Européens. C'est de ça dont je vous parle. Les deux participent à la construction d'une nouvelle réalité sociale imposée par les États à leur peuple, comme au peuple dont ils ont envahi les territoires. La colonisation des Amériques par les Espagnols et les autres peuples européens, l'histoire elle est connue, je ne vais pas la rappeler. La colonisation des langages parlés par les sujets de la reine Isabelle de Castille est moins connue. C'est de ça dont je vais vous parler. C'est-à-dire qu'elle est l'exemple même de ce processus de normalisation qui devient un vecteur d'assujettissement et de contrôle que j'ai évoqué tout à l'heure avec Canguilhem et le parler parisien imposé par la grammaire du français au XVIIe. Alors, il s'agit d'un exemple, c'est celui d'Antonio de la Cala, plus connu sous le nom de Nébrija. Il écrit à la reine Isabelle la catholique, Isabelle de Castille, il lui écrit pour lui suggérer de mettre un terme à la multiplicité des parlers populaires, vernaculaires, utilisés par le peuple espagnol, et il lui propose d'imposer sa propre langue, d'imposer le castillan. Et donc, il dit que l'Empire, c'est important, l'Empire a besoin du langage autant que de l'épée pour coloniser les peuples et soumettre les sujets à une nouvelle forme de dépendance. Je vous parle d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes conscient de ça. C'est d'aujourd'hui dont je vous parle. Bon. Ivan Illich cite la lettre de Nébrija du 18 août 1492. « Mon illustre reine, chaque fois que je médite sur les témoignages du passé qui ont été conservés par l'écriture, la même conclusion s'impose à moi. Le langage a toujours été le conjoint de l'Empire et il le demeurera à jamais. Ensemble, ils prennent naissance, ensemble, ils croissent et fleurissent, et ensemble, ils déclinent. Nébrija fabrique un langage à partir des divers parlers vernaculaires qu'il rencontre en Espagne. Il construit synthétiquement un langage. Il écrit un ouvrage de grammaire espagnole, le premier du genre d'ailleurs, et l'offre à sa reine comme étant le corrélat de l'épée. Et il écrit « Outil de conquête à l'étranger à l'intérieur, une arme destinée à mettre fin au parler spontané. » Donc en gros, c'est très important. Ça veut dire que les gens ne savent pas parler et qu'il faut leur apprendre la langue. Ce qui est une ignorance absolue de l'acquisition du langage chez l'enfant. Bon. Donc, si vous voulez, on est là face à quelque chose. Vous avez compris que je parlais de l'anglais, que je parlais de l'informatique, que je parlais de l'asservissement que vous subissez, que nous subissons. Bon. C'est le nouveau pacte entre l'épée et le livre. Mais pour que ce pacte puisse être effectivement politiquement une conquête, puisse servir le pouvoir souverain, il faut aussi des experts. Il faut des experts, ceux qu'on subit ça. Bon, il faut des experts, c'est-à-dire des experts de la bureaucratie qui puissent contrôler la lecture des sujets. Parce que n'oubliez pas que c'est le moment où l'imprimerie a été découverte. Donc c'est le moment où des tas de livres circulent. Donc en quelque sorte, cette technique, nouvelle technique qu'est l'imprimerie, peut devenir un vecteur d'émancipation. Ce qu'elle devient d'une certaine manière, d'ailleurs, pour la religion chrétienne, avec le protestantisme par rapport au catholicisme, n'est-ce pas? Eh bien, si vous voulez, ce que dit voit Nébrija, il a tout compris, lui. Vraiment, il devrait servir de conseiller au tyran, parce qu'il a tout compris. Il dit, en gros, la forme et l'unité de l'Empire passent par la construction de l'État moderne, normalisant la manière de dire des sujets, et par la standardisation de la langue. Et donc, il faut aussi un nouveau contrôle bureaucratique, des visions que le peuple peut avoir du monde, à partir de ce qui peut circuler au niveau des textes imprimés. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, non seulement il faut une adoption de la langue souveraine, ça devient le baptême social
des sujets convertis auprès d'Isabelle de Castille, mais encore, il faut que cette normalisation du langage parlé conduise, je cite, à empêcher les gens d'imprimer et de lire dans les diverses langues que jusqu'alors ils se limitaient à parler. Donc, par ce monopole sur une langue officielle et enseignée, Nébrija a l'intention de supprimer la lecture vernaculaire, livre non enseigné. Donc à partir de ce moment-là, l'imprimatur suppose, si vous voulez, une allégeance au pouvoir dominant. Ce que vous avez aujourd'hui si vous voulez publier en psychiatrie. Bon, c'est un problème. Donc si vous voulez, l'uniformisation de la langue, en réduisant les diversités des parlers, la multiplicité des idéologies, permet aux dominants d'empêcher l'émancipation que pourrait permettre la découverte, la nouvelle découverte de l'imprimerie et l'épidémie de lecture qu'elle commence à provoquer. Jamais on n'avait autant diffusé de textes dans des langues vernaculaires. Donc, c'est un contrôle des esprits, voyez. Donc, il faut bien voir la manière dont le pouvoir politique s'empare d'une découverte pour, en quelque sorte, s'en servir à des fins de normalisation, de contrôle et de servitude. Et, si vous voulez, notre propre époque n'échappe pas à cette damnation politique qui conduit ensuite les peuples à s'en prendre aux découvertes que les puissants ont détournées à leur profit. Or, il ne s'agit pas, encore une fois, de s'en prendre à l'informatique, c'est formidable, ou aux nouvelles technologies, ou pas davantage au Castillon, c'est pas ça. Il s'agit de voir, ou à l'imprimerie, il s'agit de voir comment, en quelque sorte, la logique des dominants permet d'utiliser les nouvelles découvertes pour non pas accroître la marge de liberté du sujet, le pouvoir d'agir. La liberté, Pierre Leroux au XIXe siècle l'a définie comme étant le pouvoir d'agir. Il s'agit au contraire de réduire ce pouvoir d'agir. Et c'est ça qui est extrêmement important aujourd'hui. Donc, Nébrija, il a montré la voie, si j'ose dire, aux tyrans et aux despotes de notre époque, n'est-ce pas? Prescrire un usage de la découverte de l'infirmerie au profit du pouvoir royal, en contrôlant la langue dont le peuple se sert, et veiller de cette manière à ce que les textes imprimés obéissent à cette expertise. Donc il a besoin de scribes, il a besoin d'experts, ce que nous subissons tous les jours, comme vous savez, n'est-ce pas, dans nos démocraties. Face à l'épidémie des lectures partagées, donc spontanément des échanges entre les humains, c'est quand même ça la liberté, n'est-ce pas? Eh bien, ce que Nébrija réclame, comme tous les censeurs avant lui, et les experts qui viendront après, c'est le pouvoir, je cite, et l'autorité de juguler la dissémination anarchique par l'emploi de sa grammaire. Vous voyez? Donc, vous comprenez que la domination, elle passe vraiment par l'usage de la langue. L'État moderne, normalisateur et agressivement producteur de nouvelles réalités sociales est en train de naître. Il prend le relais de l'Église et il impose toujours davantage aux citoyens de parler la même langue, aujourd'hui l'anglais, l'informatique, je l'ai dit, pour les soumettre à son pouvoir et les utiliser à son profit. Et il faut bien comprendre que quand, en gros, vous acceptez de parler anglais, c'est pas l'anglais de Shakespeare, hein, c'est le globish des aéroports. Mais quand vous acceptez de parler anglais, de vous soumettre, si vous voulez, de vous soumettre à cet usage-là dans des colloques, dans des congrès, eh bien, d'une certaine manière, vous acceptez de rêver et de voir le monde avec cette langue-là. C'est ça qui est extrêmement important. Hein. Et je me souviendrai toujours de cet échange entre Noudelman et le poète Édouard Glissant, qui, lors d'un colloque qui lui était consacré, parle français, alors que, bien sûr, Glissant parlait couramment anglais. Et donc Noudelman lui dit, mais pourquoi est-ce que tu parles français alors que tu connais très bien l'anglais? Ils sont aux États-Unis. Il dit, parce que je parle toujours la langue des minorités. Et donc, si vous voulez, je crois que c'est un point qui est extrêmement important pour bien se rendre compte. Je l'ai entendu aussi de la bouche de Claude Agege au Collège de France. Il faut bien se rendre compte que quand vous gobez une langue, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, etc., vous acceptez de vous approprier une certaine manière de voir le monde, de vous voir vous-même et de voir les autres. C'est un point qui est très important. Donc là, vous voyez, ce que nous montre justement Ivan Illich avec cet exemple de Nébrija, que je détourne à ma façon bien sûr, c'est comme le remarque Ivan Illich, Colomb et Nébrija ouvrent la voie à un nouveau genre d'impérialisme dont aujourd'hui nous sommes les héritiers. Je cite Illich, Nébrija est plus fondamental que Christophe Colomb. Il propose l'usage de sa grammaire afin d'étendre le pouvoir de la reine dans une sphère totalement neuve, le contrôle étatique sur la forme de la subsistance quotidienne des gens. Et si vous voulez, l'impérialisme au quotidien, il est là pour nous. Oui.
les nations européennes firent de même au début du XXe siècle pour combattre les patois populaires des provinces au profit de la langue nationale, la langue des bourgeois parisiens. J'ai cité Canguilhem. Au début du XXe siècle, en Provence, mes aïeux, par exemple, avaient l'interdiction de parler provençal à l'école, où figurait bien en vue un écriteau qui disait, n'est-ce pas, ma grand-mère me l'a raconté, il est interdit de cracher par terre et de parler provençal. Hein. Donc vous voyez, l'anthropologue Nastasia Martin rapporte comment au Kamtchatka, les enfants Even, il s'agit d'un peuple nomade éleveur de rennes, mais comment les enfants Even étaient, dès le plus jeune âge, quand ils ont été envahis et tenus par les soviétiques, ils ont été enlevés à leurs parents pour être élevés dans les internats russes où il leur était interdit de parler leur langue, de communiquer entre eux. Je cite Nastasia Martin, « J'ai appris le russe par la suite à la baguette parce qu'à l'époque, on nous frappait lorsqu'avec d'autres enfants Even, nous parlions notre langue. » Vous voyez ? Donc en gros, les révoltes, ça commence toujours par des bruits de bouche, mais les servitudes aussi. Donc, il me reste combien de temps, Isabelle ? Parce que là, j'ai fait qu'un cinquième, donc... 10 minutes ? Bon, d'accord. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le vrai langage de la domination, encore une fois, c'est celui des machines, mais des machines immatérielles, c'est-à-dire des machines numériques. C'est-à-dire que dès leurs apparitions, elles ont codé le monde dans un langage appris qui ne prend en aucune manière de la conversion vernaculaire d'un parler immergé dans sa diversité. Les langages algorithmiques, encore une fois, sont tout à fait formidables pour nous aider dans le calcul, ne nous permettent pas de penser notre monde tel que nous l'avons appris à la mamelle de la nourrice, comme disait Dante Alighieri. C'est-à-dire, n'est-ce pas, Dante Alighieri cherchait dans la poésie la force de la langue, mais il disait la langue apprise au sein de la nourrice, à la mamelle de la nourrice. Eh bien, si vous voulez, vous n'avez pas appris le langage algorithmique à la mamelle de votre mère ou de votre nourrice. C'est de ça dont je vous parle. Donc aujourd'hui, ce monopole des langues algorithmiques sur l'ensemble de nos activités humaines constitue un risque majeur de révéler et de partager le monde dans le langage de robots. Le robot, c'est l'idéal du capitaliste. C'est-à-dire que quand l'ouvrier idéal, c'est celui qui est identifié au robot. Donc, alors pour nous révolter, puisque une question m'a été posée ce matin, pour nous révolter, eh bien, il faut nous rappeler cette phrase d'Édouard Glissant, c'est le titre de sa dernière conférence à l'Institut Tout Monde, que j'ai cité ce matin aussi. Rien n'est vrai avec un grand V, tout est vivant. Donc, en quelque sorte, ce que je suis en train de vous dire, parce que comme j'ai peu de temps, je ne pourrais pas vous parler. Ce que je suis en train de vous dire, si vous voulez, c'est que face, encore une fois, ce n'est pas les algorithmes qui sont méchants, qui sont mauvais, ce n'est pas une nouvelle technologie, c'est l'usage pervers qui en est fait pour des dominations sociales et politiques. Ça va, c'est clair ? Et pour lutter contre ça, il faut restituer, en quelque sorte, la diversité, la complexité, l'incertitude. Parce que le propre de l'ordinateur, ce qui lui donne son pouvoir de calcul extraordinaire, c'est qu'il réduit, il simplifie en quelque sorte, n'est-ce pas ? Il simplifie, si vous voulez, les données vivantes à un code qui est un code très binaire, qui est un code, si vous voulez, qui exclut d'une certaine manière la métaphore et la poésie. Même si on apprend bêtement aux ordinateurs à devenir poètes. Mais enfin, ce n'est pas dans leur nature. Ils n'ont pas tété, si j'ose dire, la poésie au sein de leur mère. Donc, si vous voulez, ce n'est pas la poésie que Dante cherche, par exemple, mais la langue même au creux de la poésie. Tout ce que l'humain a acquis à la mamelle de sa nourrice, que ne connaîtra jamais l'algorithme, tout ce qui bruisse dans des constructions brouillées du peuple, les prononciations rugueuses des parlers vernaculaires, des accents plus ou moins harmonieux de la diversité des langues, tout ce parfum enivrant de la panthère parfumée, comme disait Dante, ça, c'est pas dans la langue des algorithmes. Comme le mensonge d'ailleurs, c'est notre problème. Mais peut-être parce que c'est en soi déjà, n'est-ce pas, une séduction que d'entrer dans cette langue des algorithmes. Alors, je vais sauter plein de choses, donc il faut que je choisisse un peu. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je pense que nous sommes en panne d'imaginaire. Et c'est la raison pour laquelle je cherche dans les ruses du créole la puissance de l'état poétique du monde. Et je citerai mon ami Patrick Chamoiseau, poète et philosophe. L'état poétique peut donc amplifier les mots.
Ils ne servent plus seulement à composer des phrases, ils permettent à l'artiste de se créer un univers particulier dans lequel certains mots ont une extension galactique bien plus large et inattendue que leur orbite littérale. Le mot comme argile, comme onde, comme particule, comme petit souffle d'astre inconnu, sillage gazeux d'un météore de cobalt et de zinc. Donc face aujourd'hui à un monde de l'information, qui est encore une fois un monde de mots d'ordre, il y a cette force, si vous voulez, cette force de la poésie qui vient nous permettre de nous déprendre d'une certaine manière des illusions positivistes, des illusions que les faits existent en dehors d'un dispositif qui les crée et que l'interprétation est toute naturelle. Ça, c'est la grande escroquerie. Alors, je vous donne un exemple de cette escroquerie, c'est encore une fois Jean-Michel Blanquer, n'est-ce pas, lorsque il prescrivait une dictée quotidienne aux enfants avec cette idée que, n'est-ce pas, les enfants connaîtraient mieux leur langue et aimeraient le texte littéraire à partir de la restitution de données syntaxiques. Or, cette restitution, c'est le modèle de l'ordinateur. Le modèle de l'ordinateur, il va gober des tas de données et ensuite il va les recracher. Pour donner un exemple très simple, par exemple la détection des mélanomes, les cancers de la peau. N'est-ce pas? Eh bien, l'imagerie médicale est à même de réussir à 95%, à 98% la détection des mélanomes, là où les dermatologues peinent à atteindre 85 à 90%. Donc, si vous voulez, l'imagerie médicale est meilleure en radiologie, c'est vrai dans plein de domaines, l'imagerie médicale est meilleure que les dermatologues. Sauf que l'ordinateur ne sait pas ce qu'il fait. Il ne connaît pas l'anatomophysiopathologie de l'ectoderme. Il n'a jamais appris ça. Il n'a jamais appris. Si vous voulez, pour lui, qu'est-ce que c'est? Il a gobé des millions de clichés d'imagerie. Et il a appris à différencier, parce qu'on lui a fourni les données, ce qui est pathologique de ce qui est normal ou paranormal. Et donc, il va recracher quelque chose et il y arrive mieux, bien sûr, que le dermatologue. Voyez? Et donc, faire que les enfants apprennent les données, n'est-ce pas, d'un texte, face à une reconnaissance, si vous voulez, syntaxique d'un message, ne dit pas pour autant qu'ils ont compris le sens du texte, qu'ils ont compris le sens du message, et qu'ils vont aimer la littérature, et qu'ils vont aimer le français. Donc en gros, nous sommes en train de transformer, n'est-ce pas, nos élèves en nourrissons savants ou en ordinateurs savants. Mais on les déshumanise. Et c'est ça qui est extrêmement grave, et c'est pour ça que j'en veux autant à Jean-Michel Blanquer. Bon. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer d'aller très vite. J'ai quand même 7 minutes là, à peu près. Oui, bon. Alors, je n'aurai pas du tout le temps de développer ce point, mais si vous voulez, ce que nous apporte notamment Foucault, et que j'aurais voulu développer, mais là je n'aurai pas le temps, c'est qu'il nous apprend à différencier le savoir de la science. C'est-à-dire que parler avec Michel Foucault de savoir, si vous voulez, comme un fait de civilisation, c'est reconnaître que la façon de comprendre le monde pour un sujet singulier ou collectif est inséparable de la langue et inséparable des pratiques sociales qui s'imposent à un moment donné dans une société donnée. Bon, par exemple, je vous donne un exemple très simple, mais aujourd'hui, le savoir génétique ou le savoir neurogénétique est devenu un phare dans notre modernité pour comprendre un certain nombre de choses. Après la Deuxième Guerre mondiale, la génétique s'appuie un peu le nazisme. Et donc, au niveau du savoir, on dira que c'était écarté. Donc on parlait plutôt la langue de la psychanalyse ou la langue de la phénoménologie, etc. Donc si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que les formes de savoir sont inséparables des formes de pouvoir, des pratiques sociales. Et que donc, si vous voulez, une découverte scientifique, elle est scientifique. Ce n'est pas une construction sociale, c'est une nanerie de dire c'est une construction sociale. La science est la science. Elle obéit à des méthodologies, à des heuristiques, à des dispositifs, c'est autre chose. Mais ce que la science se trouve, la manière ensuite dont elle va communiquer, la manière dont ça va être codé dans l'opinion, dans la culture, ça passe par les filtres du savoir. Je suis clair? C'est-à-dire que, par exemple, pour donner un exemple très simple, parce que je n'ai pas de temps, Henri Sigerist montre que la découverte de la physiologie sanguine au XVIIe siècle par Harvey, elle est inséparable d'un esprit de l'époque qui est l'esprit baroque, qui est vrai, bien sûr, dans les arts, mais qui est vrai aussi en physique, en mathématiques, etc. C'est-à-dire qu'on va passer d'un point de vue fixiste et anatomique à un point de vue physiologique et géométrique.
Je ne sais pas si je suis clair. Donc ça ne veut pas dire que, bien sûr, la découverte de Galilée ou que la découverte de la physiologie sanguine, ce soit une construction sociale, ce serait complètement stupide. C'est pas ça. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des données, des découvertes qui sont soit empêchées, soit facilitées par l'esprit de l'époque, par ces grammaires de discours que Foucault appelle, si vous voulez, savoir. Et ça, c'est un point très important chez Foucault, parce que ça peut nous expliquer beaucoup de choses du point de vue de l'éducation, du point de vue de la médecine, du point de vue du soin, du point de vue de la psychiatrie, etc. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, prenons un exemple très simple, on vous parle de santé. La santé, c'est un concept vulgaire. Canguilhem, il a passé sa vie à montrer que ce concept de santé ne servait à rien. Ce n'est pas médical, contrairement à tout ce qu'on peut penser. Eh bien, ce concept de santé, aujourd'hui, il s'impose. Et en s'imposant, il impose des manières de travailler et de penser. Je ne sais pas si je suis clair. Par exemple, aujourd'hui, vous allez quasiment jamais entendre parler du colloque singulier médecin-malade. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on transforme en quelque sorte des plateformes sanitaires en lieu, si vous voulez, de surveillance et de gestion des populations. Et qui, effectivement, lorsqu'elles ont des problèmes, des difficultés, peuvent saisir ces plateformes pour être réparées. Mais ça, c'est un savoir. Je ne sais pas si je suis clair, voyez. Et au niveau de la psychopathologie, c'est pareil. On va repérer des anomalies de comportement. Bon, la plupart du temps, ça ne sert à rien, parce qu'en dehors des médicaments, on ne vous permettra pas de les guérir. Et puis, même pour autant que ce soit d'ailleurs souhaitable de les guérir, parce qu'il y a un autre problème. Parce qu'il n'y a pas plus fou qu'un normopathe. Mais ça, c'est encore un autre problème, voyez. Donc, ce que je voudrais essayer de vous faire passer dans les 5 minutes qui me restent, n'est-ce pas? Ce que je voudrais essayer de vous faire passer, c'est ça, c'est-à-dire l'importance du savoir comme un filtre social et politique des découvertes scientifiques, qui, elles, n'ont rien à voir avec, qu'on soit bien d'accord. V égale 1/2 de gamma T2, ce n'est pas de l'ordre du savoir ou de la culture, c'est une loi scientifique. E égale MC2, c'est une loi scientifique. Mais ensuite, la manière dont ça peut passer dans la culture, ce que ça va devenir, c'est autre chose. Pour donner un exemple très simple qui sera un peu sur la fin de mon intervention, mais je vais d'abord vous dire encore un mot sur le savoir, c'est que par exemple, je pense que nous n'avons pas, c'est ce que je développe dans le bouquin, nous n'avons pas du tout intégré encore dans notre manière de penser le monde toutes les nouvelles découvertes de la physique einsteinienne et quantique. C'est-à-dire que la fin du principe de localité, la fin, si vous voulez, de l'existence des objets en dehors du dispositif qui les mesure, ce qu'on appelle le principe d'incertitude de Heisenberg, par exemple, ou le principe de complémentarité de Bohr, qu'à la fois la lumière, elle peut être soit corpuscule, soit ensemble ondulatoire, c'est lié à la manière dont le dispositif est mis en place pour, si vous voulez, répondre à la question. Je fais vite et je fais simple, bien sûr. Eh bien, toutes ces manières de penser, cette thèse de Einstein qui dit à la fin de ma vie, c'est 1 mois ou 2 avant sa mort, à la fin de ma vie en tant que physicien, je pense que la distinction entre passé, présent, futur est une illusion, nous ne l'avons pas intégrée. Nous croyons encore que le temps existe. Moi, j'ai un peu travaillé quelques mois avec un astrophysicien. Moi, je peux vous dire, pour mon bouquin, justement, enfin le précédent, je peux vous dire que pour lui, le temps n'existe pas. La durée existe, mais pas le temps. Voyez. Donc, on peut dire sur l'espace, le principe de localisation, etc. Donc, on a plusieurs éléments qui accréditent, à mon avis, la thèse selon laquelle nous n'avons pas encore tiré parti dans notre manière de penser quotidiennement le monde de ces découvertes-là. Et c'est un peu pour ça que j'en veux tellement à Jean-Michel Blanquer ou à Le Corbusier, qui est un technofasciste, pour aller vite. C'est parce qu'en gros, ils ont une vision très plate du monde, très linéaire. Vous voyez, c'est une vision scientiste, mais pas du tout une vision scientifique. Alors, peut-être rapidement, 2 choses. La première, c'est une définition que donne justement, si vous voulez, Foucault du savoir. Chaque forme de savoir est donc liée à l'exercice d'un pouvoir, s'exerçant selon un rite dont elle apparaît comme l'effet. Donc, si vous voulez, c'est ça, en gros, le savoir. Ce n'est pas du côté de la validation scientifique. Ça, c'est la science qui change ça. Le savoir, c'est le filtre. En gros, tout savoir appartient à son époque, quand bien même la logique de sa découverte ne s'y réduit pas. Et Bourdieu, il en parle de manière très intéressante. Il parle des conditions d'émergence sont des conditions favorisantes, ce ne sont pas des conditions nécessitantes. Donc, vous voyez, en gros, le savoir, je termine sur ce point, est constitué de l'ensemble des règles qui régissent les discours à une époque donnée. C'est une sorte de grammaire, si vous voulez, des discours admis à un moment de l'histoire dans une société donnée. Et ça,
si on avait le temps, mais je sais qu'on n'a pas, ça nous éclaire assez sur ce qui fait qu'à un moment donné, la psychanalyse va être à la mode, en dehors de sa valeur. Ou qu'est-ce qui fait que la psychanalyse va être rejetée, en dehors de sa valeur. Qu'est-ce qui fait que la génétique, c'est formidable. 2 minutes, ça va, 2 minutes? 2 minutes. Bon, alors, je vais essayer de tenir en 2 minutes, promis. Alors, je vais peut-être vous donner aussi une définition, parce que j'ai commencé par des définitions, je vais terminer par des citations. C'est celle de Jean-François Lyotard. Hein. Il y en a une qui est très bonne d'ailleurs, qui n'est pas dans mon texte. Il dit, dans un univers où le succès de gagner du temps, pensez n'a qu'un défaut incorrigible d'en faire perdre. Donc dites-vous bien que toute l'organisation du travail aujourd'hui est organisée et faite pour que vous ayez à ne pas penser. À ne pas penser. C'est ça la pathologie. En dehors des qualités, des protocoles, des standards et autres, là aussi, il ne s'agit pas de rejeter, ça a servi au niveau épidémiologique et autres, mais c'est fait pour ne pas avoir à penser. Vous appliquez. Et c'est ça votre taylorisation. Le taylorisme, vous savez, Charlot, sur les chaînes de production automatique, il fait le même geste, n'est-ce pas? Et ce n'est pas un geste technique, c'est un habitus, au sens de Pierre Bourdieu. C'est une disposition à penser et agir d'une certaine façon. Il sort, il fait le même geste sur la poitrine des femmes et il passe lui-même dans la machine. Et bien, si vous voulez, les gestes que vous apprenez dans votre métier, du fait même que nous acceptons pour survivre, pour exister socialement, ces gestes-là, qui nous sont prescrits, deviennent des habitus et ensuite nous pensons comme ça le monde. Et nous allons sur les sites de rencontre comme un entretien d'embauche. Alors, je vais essayer de terminer très vite, c'est promis, mais vous vous rendez compte, sur la page 23, j'en avais 75 quand même. Donc, pour aller vite, pour faire simple, et peut-être essayer de ne pas trop vous décevoir, je fais tout sauter, c'est promis. Je dirais que, en gros, l'espoir, puisque ce matin, c'est un peu quelque chose qui m'a été demandé, je vais donc terminer là-dessus. C'est, si vous voulez, au moment où j'ai terminé de préparer cette conférence, je lisais un travail de Nastasia Martin et qui m'a redonné espoir. L'espoir qu'un jour, nous puissions retrouver une psychiatrie artisanale, une psychiatrie œuvrière, ensevelie sous les trahisons et les reniements des professionnels des 2 dernières décennies. Après avoir enquêté en Alaska avec le peuple, je ne sais pas comment ça se prononce, Gwich'in, qui a subi la colonisation américaine, elle est allée vivre chez les Even, j'en ai parlé, peuple colonisé par les Russes de l'autre côté du détroit de Bering, peuple nomade, éleveur de rennes. Et dans les deux cas, je termine là-dessus, dans les deux cas, si vous voulez, ce qu'elle constate, c'est lorsque, pour des raisons différentes, la colonisation se disloque. Du côté Even, c'est bien sûr la fin de l'Union soviétique. Du côté américain, c'est l'état de déliquescence que vous connaissez, il continue à perdurer. Eh bien, justement, alors que ces deux peuples étaient colonisés et avaient pris les habitus qu'on leur avait imposés, lorsqu'ils sont face à cette dislocation, ils retrouvent d'une certaine manière les traditions qu'ils avaient perdues, leur rapport à la forêt, plus ou moins altéré quand même, il faut le dire quand même au vassal. Et ça, si vous voulez, ça me, quelque part, ça me donne un peu espoir, parce que je pense qu'il suffirait que, face aujourd'hui à l'instabilité des formes imposées, en quelque sorte, dans l'ombre d'un chaos entreaperçu par les failles d'un effondrement de nos croyances systémiques, eh bien, les cultures refoulées que nous avons connues, des anciennes catégories de Français, puissent faire retour et mettre à terre les cadres symboliques et les réifications du vivant que nous a imposés. Et je termine en laissant un peu la parole à Nastasia Martin. Je rends hommage parce que j'ai adoré ce livre que je viens de lire, mais il m'a évoqué, c'est pas ce qu'elle dit, mais il m'a évoqué ce que pourrait être aujourd'hui nos retrouvailles. Alors, ça ne sera pas pareil, et surtout pareil, tant mieux, il ne faut pas que ça soit pareil, mais retrouver un certain nombre de valeurs qui sont ensevelies, si vous voulez, sous les trahisons et les reniements. Je suis en train de vous donner la définition, mais je ne vais pas développer, je regrette, de l'acte de création chez Deleuze, n'est-ce pas? L'acte de création, c'est une résistance, dit Deleuze. L'acte de création, ça fait partie des luttes sociales. Et il dit, ça ne veut pas dire que les luttes sociales soient de l'art, encore que, dit-il, dans sa conférence de 1987, il dit, mais c'est une résistance d'abord à la finitude de la condition humaine, et il cite Malraux, bien sûr, mais il dit c'est aussi une résistance à la mise en ordre d'un récit du monde qui est établi et que nous subissons. Et si vous voulez, c'est ça,
C'est à ça que je pense. Et il dit, ça s'adresse au peuple qui manque, au peuple à venir, au peuple qui n'est pas encore là, enseveli sous les reniements et les trahisons. Et je trouve que c'est ce message-là que j'essaie de faire passer pour répondre à la question de ce matin. C'est-à-dire, si vous voulez, ça n'est pas une fois pour toutes établi. C'est-à-dire que le récit que nous avons été obligés de gober, il a failli et il est plein de failles. Et au travers de ces failles peut surgir autre chose. Et je termine avec Nassaja Martin, parce que ça m'y a fait penser. Les ruines que les tentatives politiques naturalistes laissent derrière en se disloquant sont autant de lieux sur lesquels vont pouvoir se reconstruire des manières d'être auxquelles on a retiré toute valeur pendant des siècles, alors qu'elles nous sont antérieures de plusieurs milliers d'années. Leur réinvention est notre chance. Exit le schème, place à la vie. C'est ce à quoi je nous invite. Merci. Oui. Oui. Donc, merci beaucoup pour cette conférence et pour cette conclusion qui nous invite effectivement à la vie au vivant et peut-être à la vie des questions qui vont circuler pour prolonger, si vous le souhaitez, ce moment. Oui, il y a une question. Qui a le... C'est le petit jeune de Switch. Rebonjour, merci beaucoup pour la réponse par rapport à ce matin. En effet, c'est beaucoup plus complet et chargé d'espoir. Merci. Moi, je le prends, vu que c'est quelque chose que je n'ai pas saisi au premier abord. J'ai le sentiment en fait que c'est qu'on cherche une tête à couper et il n'y a pas de tête à couper. Vous pouvez parler plus près du micro parce que... Pardon. Non, il n'y a pas de tête à couper. Ouais, voilà. Et du coup, on est en train de la perdre, vous savez. L'acte, ça serait plutôt d'ouvrir des brèches et du coup, merci, c'est beaucoup plus clair. Je comprends votre point de vue. Si vous avez envie de le développer, je suis prêt à l'écouter. C'est très important ce que vous dites parce que, je ne sais plus où je l'ai dit, puisque comme vous savez, je me promène un peu. Bon, je suis favorable à la biodiversité des savoirs et à la biodiversité des pratiques. C'est-à-dire que j'ai pendant un certain temps, dans mon propre camp, si j'ose dire, combattu l'idéologie dominante du psychanalysme. Ça me paraissait stupide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir de quoi demain sera fait et qu'il faut permettre justement la diversification de toutes les manières de penser et d'approcher les problèmes qui surgissent de par les dispositifs qu'on met en œuvre. Donc, si vous voulez, je me méfie de tout ce qui est récit totalisant. Je crois que c'est là où on commence à glisser vers quelque chose qui va devenir totalitaire, d'une certaine manière. Il faut qu'il y ait toujours quelque part une espèce de tache aveugle. Physiologiquement, la tache aveugle, c'est ce qui permet de voir au niveau optique. Et je crois qu'il faut reconnaître que chacune de nos disciplines, chacune de nos pratiques, elle repose sur quelque chose qui lui manque et que d'autres vont pouvoir construire à leur manière. Ce qui ne veut pas dire qu'on va concilier les deux. Vous voyez ? Mais, et donc, je crois que c'est ça qui est important. Je dis que simplement aujourd'hui, pour prendre un exemple très concret, par exemple, la mondialisation, la globalisation marchande, elle a quelque part accompli le rêve d'un universalisme, mais je dirais sans l'humanisme qui était porté par ce rêve. Je ne sais pas si je suis clair, vous voyez. Et donc, par exemple, nous avons vécu avec la Covid, nous avons vécu l'exemple même d'une globalisation marchande qui ne s'est pas accompagnée des protections sociales et sanitaires qui étaient requises dès lors qu'on fait circuler les individus et les marchandises. C'est aussi bête, là, je ne vais pas en parler, il me faut une demi-heure. Mais les transitions épidémiques
dans l'histoire des individus, que vous preniez le néolithique, le 5e siècle avant Jésus-Christ, l'ère de la colonisation, la guerre de 14-18, etc., on connaît, dès que vous modifiez l'environnement, vous rendez pathogènes des tas d'agents qui produisent des épidémies. Donc, à partir du moment où on avait décidé de faire de la planète un grand marché, si nous avions été un peuple, des peuples responsables, démocratiques, tout ce que vous voulez, nous aurions exigé qu'il y ait des instances politiques de gestion morale, sociale et sanitaire de cette globalisation. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, si vous voulez, pour moi, ce n'est pas pour ou contre la mondialisation, ça ne se pose pas comme ça. C'est comment, s'il y a de globalisation, comment elle se fait, avec quelle puissance politique et éthique pour la faire. Sinon, elle ne se fait pas. Sinon, il ne faut pas le faire. Si on la fait sans qu'il y ait en quelque sorte de puissance politique et éthique pour, en quelque sorte, la conduire, alors on va avoir des tas de catastrophes. Bon, on les connaît, je passe là-dessus, mais que ce soit les épidémies, les défis climatiques, etc. Oui, donc c'est pour ça que je suis, moi, partisan surtout du divers, du complexe, de l'incertain. Et c'est pour ça que l'art nous est précieux. Parce que l'art nous restitue ce qui nous est dérobé dans le quotidien. Et Foucault le dit d'ailleurs, là je n'ai pas le temps, je ne vais pas citer, mais à Berkeley, il dit pourquoi est-ce qu'une œuvre d'art devrait concerner que des objets? Pourquoi est-ce que la vie de l'individu ne devrait pas être une œuvre d'art? Et je crois que comment? Sûrement, mais en tout cas, si vous voulez, ça suppose justement qu'il n'y ait pas une réification des formes de l'existence. Et c'est ça qui est important. Et il ne faut pas faire de l'existence aussi une œuvre d'art en tant que chose établie. Il faut qu'il y ait cette possibilité d'inventer. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que, encore une fois, je ne suis pas contre les nouvelles technologies, elles nous rendent des services énormes. Je suis contre le détournement social, politique pervers de ces nouvelles technologies afin de nous assujettir. Voilà, donc merci pour votre présentation. Ce n'est pas tant une question en fait que je voudrais poser, mais peut-être un prolongement et une réaction par rapport à ce qui s'exprime comme malgré tout un besoin d'espérer dans le monde dans lequel nous sommes. Et je me demandais si, dans votre présentation, puisque à un moment donné, vous faisiez référence à Canguilhem, si Canguilhem ne pourrait pas aussi offrir des raisons d'espérer lorsqu'il nous explique que le vivant, justement, produit des normes et les normes qui constituent le milieu dans lequel il s'inscrit, ces normes-là, il ne les laisse jamais intactes. C'est-à-dire que si on prend l'être humain, mais tout vivant d'une certaine façon, comme des êtres d'activité, nous sommes tous constamment dans des processus de renormalisation et qui mettent en échec, bien souvent, enfin plus ou moins, les normes qu'on tente de nous imposer. Et qu'à partir de là, il me semble que la dimension créatrice ou la créativité, on ne la rencontre pas simplement dans l'art, mais dans la façon dont chacun essaie au quotidien de conduire sa vie. Alors, vous avez fait beaucoup référence à Blanquer. Justement, un exemple, c'est que les réformes que Blanquer a tenté d'imposer et que nombre de ministres avant lui ont tenté d'imposer ne se sont jamais telles quelles mises en œuvre dans la réalité parce que les gens, dans le quotidien de leur activité, transforment les normes pour les adapter à eux, au réel des élèves qu'ils ont en face. Donc il y a une créativité qui est à ce niveau-là et sur laquelle il faut s'appuyer pour trouver peut-être en nous des raisons d'espérer dans un monde qui peut être assez désespérant en demeurant. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, quand Canguilhem dit « le vivant produit ses propres normes », donc effectivement, ce n'est pas une invitation à supprimer toutes les normes. Il va de soi que les normes, nous en fabriquons en permanence. Ce dont j'ai parlé, c'est autre chose. C'est une technologie positive de pouvoir qui s'appuie sur des dispositifs de normalisation pour ne pas permettre aux individus
finalement, déjà de parler entre eux, de créer entre eux leur propre consensus, leurs propres normes. Donc là, on est tout à fait d'accord. Ensuite, le deuxième point, vous dites qu'effectivement, si vous voulez, les réformes, pas seulement Blanquer, mais celles qui précédaient, n'ont pas été appliquées telles quelles parce que, heureusement, les professionnels ne sont pas encore totalement des robots, si j'ose dire, même s'ils ont des protocoles robotisés, et ils s'ajustent, et en s'ajustant, ils déplacent les choses. Alors ça, j'ai un peu écrit là-dessus avec notamment mon ami Yves Clos, un livre qui s'appelle L'éloge du détournement, qui est moins connu que les autres essais, mais c'est le processus de la catachrèse. La catachrèse, c'est la possibilité de détourner de la signification d'un mot pour décrire une réalité nouvelle. Par exemple, si vous voulez, quand le préfet à Paris a exigé que les Parisiens ramassent leurs ordures et les mettent quelque part, on ne savait pas comment appeler ce quelque part, on l'appelait par métonymie poubelle. La poubelle, c'est un nom du préfet. Donc c'est l'exemple même où vous avez un détournement. Justement, c'est ça qui est formidable dans la langue. C'est la possibilité de détourner la signification d'une langue pour nommer une réalité nouvelle. Donc je suis certain, vous avez raison, que le désir d'enseigner, le désir de chercher, le désir de soigner fait qu'on ne se soumet pas comme ça aux normalisations qui nous sont imposées. Mais il y a quand même aussi des traces qui demeurent. Je n'ai pas le temps de développer là, j'ai pris déjà trop de temps, mais si vous prenez les réformes de Blanquer, les suppressions qu'il a pu faire au niveau des nominations, au niveau des directions centrales, la transformation de l'institution elle-même, sur laquelle je ne vais pas la détailler, c'est quelque chose qui malheureusement restera. Donc si vous voulez, et puis encore une fois, Blanquer n'est que d'une certaine manière le symptôme de son époque, et en particulier le symptôme du macronisme. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, si vous voulez, sinon, c'est comme si on justifiait, voyez, la liberté par la résistance à un pouvoir totalitaire. Il y a quand même moyen de créer en dehors même du pouvoir totalitaire, même si le pouvoir totalitaire ne parvient pas à nous assujettir complètement et qu'on peut encore y résister. On va remercier Monsieur Gori et vous inviter, si vous le souhaitez, à une toute dernière, à le retrouver à la dédicace. Bonjour et puis merci pour tout. Du coup, tout ce que vous avez dit, ça me fait penser à la différence toute simple entre le problème et le mystère. Donc le problème qu'on résout, le mystère qu'on éclaire et qui est la vie. Alors certes, le cartésianisme a fait faire beaucoup de progrès à la science, etc. Mais on se retrouve un peu acculé vers ce monde très réifié, déshumanisé. Mais du coup, pour sortir de cette ontologie naturaliste qu'on a, il en existe d'autres, je pense l'animisme, etc. Et vous avez beaucoup fait référence à Blanquer, et du coup je me dis, l'éducation est évidemment une des portes de solutions, mais alors comment faire dans ce monde où la langue est si importante, où il faudrait la désintoxiquer? Comment à l'école apprendre autrement, alors qu'on cherche à faire... moi j'ai été surveillante dans des collèges et des lycées, très tôt on leur apprend à parler de compétences, de choses comme ça. Et c'est très ancré. Et je me dis, mais comment pas faire machine arrière, mais redonner du sens aux mots? Est-ce que... je sais pas. Vous pourriez en parler beaucoup mieux que moi, puisque vous avez déjà employé les mots très importants. Ce que je reproche à Blanquer, mais il ne faut pas se concentrer sur Blanquer, ça n'est qu'une peccadille, si vous voulez, dans l'ensemble des tsunamis qui nous arrivent. Mais c'est effectivement concevoir l'élève comme un logiciel d'apprentissage, et qui serait en plus naturalisé par la caution qu'apporteraient les neurosciences avec Stanislas Dehaene, et faire de l'élève un ensemble de compétences à acquérir. Enfin, vous vous rendez bien compte qu'à partir de ce moment-là, le métier d'élève est taylorisé. Le métier d'élève, c'est les temps modernes. C'est la chaîne automatique, la chaîne de production automatique de pièces, de compétences, comme la chaîne de production automatique d'actes de soins. C'est ça l'horreur, pour moi. Donc, si vous voulez, comment il faut faire? Je crois déjà faire comme on peut.
Et en particulier, restituer aux professionnels la responsabilité morale et méthodologique de leurs actes. Donc pour autant, être responsable, ça veut dire étymologiquement répondre. Ça veut dire qu'ils font ce qu'ils veulent, au contraire. Ils doivent répondre de leurs actes. Ce que les protocoles... Pourquoi est-ce que les gens se soumettent aussi aux protocoles? C'est comme aux emplois du temps. C'est parce que du coup, ça vous enlève la responsabilité de vos actes. Donc je pense qu'un effort majeur, je ne vais pas développer, je n'ai pas le temps, je ne peux pas vous raconter en 1 heure, si vous voulez, plein de choses auxquelles je suis très attaché, mais l'élève, c'est un métier. Le métier d'élève, ça existe, comme le métier d'enseignant. Et donc, il faut pouvoir faire en sorte que l'élève retrouve en lui le désir d'apprendre ce dont il a besoin. Ce dont il a besoin. Et on voit bien comment, par exemple, l'éclipse qui a pu constituer les méthodes Freinet ont complètement chamboulé la manière dont les enseignants ont enseigné, ont travaillé. Ce qu'il faut pas dire qu'il faut faire du Freinet. Si ça devient un protocole, ça devient une catastrophe aussi. C'est pas ça le problème, voyez. Mais donc, pour moi, je termine peut-être là-dessus, si vous voulez, pour moi, quand on me pose la question du politique, le politique, il n'est pas du côté des partis ou du côté des institutions. Le politique, il est d'abord comme une dimension existentielle dans nos métiers. C'est-à-dire que la manière dont nous devenons citoyens est consubstantielle à la manière dont nous exerçons nos métiers. Hannah Arendt disait que nous vivions dans une société où le travail était organisateur social. D'où la grande souffrance des travailleurs sans travail dans une société organisée par le travail. Et je crois, si vous voulez, que c'est dans la manière dont nous gagnerons notre liberté, notre émancipation et nos valeurs démocratiques, c'est dans ce que Bruno Trentino, un penseur italien, appelle la cité du travail. C'est-à-dire que la réinvention de la démocratie, pour moi, elle ne passe pas, si vous voulez, nécessairement, ils sont importants par les partis et les syndicats, j'ai rien contre, bien sûr, je le soutiens, c'est pas le problème. Mais c'est d'abord par le travail. Je me souviens avoir été invité par des responsables politiques à la question de la 6e République. Et je leur ai dit, la 6e République, ça peut être formidable, mais vous allez changer le personnel politique, mais vous n'allez pas changer les mœurs. Si vous voulez changer les mœurs, c'est dans le quotidien. C'est dans la manière dont vous allez rendre responsables ou pas les professionnels de leurs actes. Et donc ça veut dire aussi que nous, je ne vais pas citer, mais j'aurais pu citer Lyotard, j'avais prévu de le faire, quand il dit qu'en gros, nous avons aujourd'hui tendance à tout convertir en langage de machine. Et ça veut dire qu'on est privé de ce qui constitue la base de la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement argumenté par des débats contradictoires. Et si vous voulez, c'est ça qu'il faut... Enfin, quand même, on a connu dans les services médicaux, dans les services de psychiatrie, on a connu à l'école et ailleurs, des moments où on devait répondre de nos actes avec, je dirais, non seulement ceux qui faisaient le même métier que nous, mais aussi les parents, mais aussi les citoyens. Donc, si vous voulez, il faut qu'on puisse réinventer la démocratie par ce qui en a été à l'origine, c'est-à-dire la parole. Je vous renvoie aux travaux de Claude Lefort, que je n'ai pas le temps de présenter ce soir, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, la démocratie, ce n'est rien d'autre qu'un gouvernement par la parole qui permet de prendre des décisions à partir d'un débat contradictoire argumenté. Et c'est ça qui disparaît si vous vivez sous protocole. Merci, on va devoir libérer la SAPI, surtout vous avez un train. Mais avant, on a une petite séance de dédicace avec Monsieur Goré à la librairie pour ceux qui souhaiteraient continuer l'échange, voilà, avec lui.